Il existe un instant précis, souvent imperceptible pour le commun des mortels, où le contrat social entre un peuple et sa monnaie se rompt définitivement. Cet instant n'est pas marqué par des cris ou des explosions, mais par le silence oppressant des salles de marché et le murmure feutré des décrets administratifs publiés à l'aube. Partout dans l'histoire, des ruines culturelles de l'Union soviétique aux dévaluations brutales de l'Amérique latine, l'État a toujours utilisé le même mécanisme pour masquer l'épuisement d'un système, la censure de la réalité économique par la manipulation des chiffres. Aujourd'hui, nous atteignons ce seuil critique où la narration officielle ne parvient plus à dissimuler l'évidence. Nous basculons dans un nouvel ordre financier, dont les règles sont écrites sans notre consentement, derrière le paravent des crises d'hommes sanitaires, énergétiques et géopolitiques. Le danger n'est pas dans l'effondrement lui-même, mais dans la transition forcée vers un modèle de contrôle total que les économistes les plus lucides qualifient de répression financière. Imaginez un monde où votre capacité à transiger, à épargner ou même à posséder de la valeur dépend d'un système de registres centralisé, capable d'effacer votre richesse d'un simple clic sous couvert de stabilité systémique ou de lutte contre l'inflation. Ce n'est pas une dystopie futuriste, mais l'aboutissement logique d'une trajectoire entamée il y a plus de 50 ans. Le motif est caché, mais le pattern est historique. Chaque fois qu'un empire financier atteint le mur de l'insolvabilité, il tente de se sauver en verrouillant les portes de sortie de ses citoyens, transformant la monnaie, autrefois outil de liberté, en une laisse de surveillance numérique. Comprendre le nouvel ordre financier exige de lever le voile sur ce que l'État cherche désespérément à occulter, la faillite mathématique du modèle de croissance par la dette. Depuis la suspension de la convertibilité du dollar en or en 1971, le monde vit dans une expérience monétaire sans précédent, où la monnaie ne repose sur rien d'autre que la confiance. Et lorsque cette confiance s'évapore sous le poids de dettes publiques dépassant 300% du PIB mondial, l'État n'a d'autre choix que d'imposer un changement de paradigme. L'enjeu actuel n'est rien de moins que la redéfinition de la propriété privée et de l'autonomie individuelle face à une architecture de pouvoir qui cherche à numériser la valeur pour mieux la réguler, la taxer et, si nécessaire, la confisquer. Pourquoi cette vérité est-elle censurée ? Parce que si le public comprenait la fragilité du système de réserve fractionnaire et l'ampleur de la dilution monétaire actuelle, le retrait massif des dépôts provoquerait l'effondrement instantané des banques commerciales. L'État utilise donc la censure de l'information économique par le biais de statistiques d'inflation lissées de discours rassurants sur la pointe transitoire et de la diabolisation des actifs alternatifs, pour maintenir la population dans un état de passivité pendant qu'il installe les fondations d'un contrôle monétaire absolu. Ce documentaire se propose de décoder ces mécanismes, de revenir aux sources historiques des grandes transitions financières et de révéler comment les institutions globales s'apprêtent à réinitialiser le monde à nos dépens. Pour anticiper l'avenir, nous devons plonger dans les archives des grandes ruptures financières du XXe siècle. L'un des précédents les plus frappants est l'Executive Order Smismat-Winson II, signé par Franklin D. Roosevelt en 1933, en pleine Grande Dépression. Sous prétexte de stabiliser l'économie, le gouvernement américain a tout simplement interdit la possession d'or aux particuliers, forçant les citoyens à remettre leurs richesses tangibles à l'État en échange d'un papier-monnaie bientôt dévalué. Ce fut l'une des plus grandes confiscations de richesses de l'histoire, menée sous le sceau de l'urgence nationale et de la morale civique. Les archives du Trésor américain révèlent que cette décision ne visait pas à sauver les citoyens, mais à permettre à la Réserve fédérale d'imprimer massivement de la monnaie sans être limitée par ses réserves de métal. Un autre parallèle crucial se trouve dans les années 1940, lors de la création du système de Bretton Woods. Alors que le monde était encore en ruine, une poignée d'hommes dans un hôtel du New Hampshire a redessiné l'ordre mondial, liant toutes les monnaies au dollar, lui-même lié à l'or. Mais comme le montrent les registres de la Banque des règlements internationaux, BRI, ce système portait en lui les germes de sa propre destruction, le dilemme de Triffin. Pour fournir des liquidités au commerce mondial, les États-Unis devaient être en déficit constant, ce qui finirait inévitablement par miner la confiance en leur monnaie. Lorsque la France de De Gaulle a commencé à réclamer son or contre ses dollars à la fin des années 60, l'État américain a choisi la rupture plutôt que l'austérité, nous plongeant dans l'ère du fiat total, un système sans encre, où la seule limite à la création monétaire est la volonté politique. L'histoire des ordres financiers est une succession de décisions prises par des élites technocratiques, pour préserver la structure de pouvoir en place. Prenons l'exemple de l'Union soviétique lors de sa phase terminale. Pour masquer l'échec de son système de planification, l'État a maintenu des taux de change artificiels et a censuré toute donnée montrant l'érosion du pouvoir d'achat du rouble. Le résultat fut une inflation réprimée qui a fini par exploser en une hyperinflation dévastatrice dès que les vannes du contrôle se sont brisées. Ce récit nous enseigne une leçon fondamentale. L'État peut censurer les prix,
mais il ne peut pas censurer la rareté. Lorsque la vérité finit par émerger, elle est d'autant plus violente que le mensonge a été long. Aujourd'hui, cette dynamique se manifeste par la montée en puissance des monnaies numériques de banque centrale, MNBC. Contrairement au cash, qui permet une transaction anonyme et décentralisée, la MNBC est une ligne de code programmable. Les documents de recherche du FMI et de la Banque centrale européenne indiquent clairement les avantages de ce système. La possibilité d'imposer des taux d'intérêt négatifs directement sur les comptes des citoyens, de limiter les dépenses dans certains secteurs pour sauver le climat, ou même de bloquer l'accès aux fonds des individus dont le comportement ne correspond pas aux normes sociales. C'est l'aboutissement ultime de l'ordre financier, la fusion totale entre la monnaie et la surveillance étatique, où la vérité économique n'existe plus que comme un outil de pilotage social. Le mécanisme qui permet la mise en place de ce nouvel ordre repose sur deux piliers, la dette et la répression financière. Pour comprendre la situation actuelle, il faut saisir le concept de monétisation de la dette. Lorsqu'un gouvernement dépense plus qu'il ne récolte par l'impôt, il émet des obligations. Normalement, ces obligations sont achetées par des investisseurs privés. Mais lorsque la dette devient trop lourde et que les taux d'intérêt risquent de s'envoler, la Banque centrale intervient en créant de la monnaie ex nihilo pour racheter ces titres. C'est une boucle fermée où l'État se prête à lui-même, diluant au passage la valeur de chaque unité monétaire en circulation. C'est ici qu'intervient la censure. Pour que ce système fonctionne, il faut maintenir les taux d'intérêt réels, le taux nominal moins l'inflation, en territoire négatif. Cela signifie que l'épargnant perd de l'argent chaque année au profit de l'État endetté. C'est la répression financière. Mais pour éviter que les citoyens ne fuient vers des actifs tangibles comme l'or ou les métaux précieux, l'État doit manipuler la perception du risque. Par le biais de réglementations bancaires complexes, comme les accords de Bâle III ou IV, et de sanctions fiscales, il rend de plus en plus difficile et coûteux le fait de sortir du système fiduciaire. Nous sommes littéralement enfermés dans un bâtiment dont les murs se resserrent, pendant que la voix officielle nous assure par haut-parleur que tout est sous contrôle. Les forces historiques qui ont conduit à la fermeture du guichet de l'or en 1971 se manifestent de nouveau, mais avec une puissance décuplée par la technologie. Nous assistons aujourd'hui à une répétition des cycles de fin d'empire, où l'État, incapable de réduire ses dépenses ou d'augmenter la productivité réelle, choisit de modifier radicalement la nature même de la monnaie. Le passage au tout numérique n'est pas une simple évolution de confort, c'est le rétablissement d'un système de contrôle similaire à celui des monnaies de siège, médiévales, où la valeur ne circulait qu'à l'intérieur de murs définis et sous l'œil vigilant du souverain. La suppression progressive de l'argent liquide, déjà largement entamée dans plusieurs nations européennes, constitue la première étape de ce mur invisible. Le parallèle avec les années 1930 est saisissant. À l'époque, l'État invoquait la survie de la nation pour réquisitionner l'or. Aujourd'hui, il invoque la lutte contre le blanchiment, le terrorisme ou la fraude fiscale pour supprimer l'anonymat des transactions. Dans les deux cas, l'objectif profond reste le même, empêcher la fuite des capitaux hors du système bancaire pour forcer les citoyens à financer la dette publique par l'érosion de leur épargne. Les archives de la Réserve fédérale montrent que chaque période de grande expansion de la dette a été suivie d'une phase de verrouillage administratif des avoirs privés. Nous sommes entrés dans cette phase de glaciation monétaire, où chaque euro ou dollar que vous croyez posséder n'est en réalité qu'une permission d'accès révocable par l'État. Le nouvel ordre financier ne repose pas sur une coordination secrète, mais sur une convergence d'intérêts entre les grandes institutions supranationales, le Fonds monétaire international, FMI, la Banque des règlements internationaux, BRI, et les banques centrales. Ces entités fonctionnent comme un gouvernement de l'ombre technocratique, élaborant des politiques qui contournent les processus législatifs nationaux. Le concept de grande réinitialisation, Great Reset, bien qu'utilisé dans la communication publique, cache une réalité purement mathématique. Pour annuler les dettes impayables du passé, il faut changer la règle du jeu pour le futur. Les élites financières savent que le système actuel est au bout de sa logique. Leur priorité est donc de piloter la transition vers un système où elles conservent le rôle de gardien des registres de valeurs. Les banques commerciales, autrefois simples intermédiaires de crédit, deviennent les agents de conformité de cet ordre. Par le biais des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, et du profilage de risque, elles commencent déjà à restreindre l'accès au crédit ou aux services bancaires pour certains secteurs ou individus jugés non conformes à la nouvelle direction économique. C'est une forme de censure par le portefeuille. L'élite n'a plus besoin d'interdire une opinion ou une activité. Il lui suffit de la rendre financièrement impossible. Ce mécanisme de contrôle décentralisé est bien plus efficace que la censure étatique directe des régimes autoritaires du passé, car il s'opère sous le couvert de la gestion des risques et de la stabilité financière.
Nous observons actuellement une accélération brutale de cette transition, marquée par la multiplication des crises qui servent de catalyseurs. Historiquement, l'État n'impose de changements radicaux qu'en période de choc, car la population est alors plus encline à accepter des restrictions en échange de sécurité. Les données macroéconomiques montrent une augmentation exponentielle des bilans des banques centrales, une tendance qui ne peut aboutir qu'à une dévaluation massive ou à une réforme monétaire brutale. L'introduction de l'inflation, d'abord niée puis qualifiée de transitoire, est l'outil principal de cette accélération. Elle agit comme une taxe invisible qui transfère la richesse des créanciers, les citoyens, vers les débiteurs, les États. Le basculement vers les MNBC, monnaie numérique de banque centrale, s'accélère également. Les phases de test menées par la Banque de France et d'autres institutions révèlent une volonté d'implémenter ces systèmes beaucoup plus tôt que prévu. Cette urgence s'explique par la menace que représentent les monnaies alternatives et décentralisées, qui permettent aux citoyens de sortir du périmètre de contrôle étatique. Pour l'État, la censure de ces alternatives est une question de survie. La phase d'accélération consiste donc à restreindre les passerelles entre le système traditionnel et le monde extérieur, tout en préparant le terrain psychologique pour une monnaie dont la valeur pourrait expirer si elle n'est pas dépensée rapidement, une idée déjà officiellement discutée pour stimuler la demande. Le point culminant de ce processus est la révélation d'une transformation fondamentale. La monnaie cesse d'être une propriété pour devenir un service. Dans le nouvel ordre financier, vous ne possédez plus votre richesse. Vous bénéficiez d'un droit d'usage temporaire sur une unité de compte gérée centralement. C'est la vérité finale que l'État s'efforce de censurer derrière un jargon technique complexe. Le passage de la monnaie de marchandise, or, à la monnaie dette, fiat, puis à la monnaie logicielle, MNBC, marque l'achèvement d'une trajectoire de dépossession. La monnaie devient le miroir de votre comportement, un flux qui peut être modulé, dirigé ou tari en fonction de votre utilité sociale définie par l'administration. La vérité censurée est que le système financier n'est plus au service de l'économie réelle, mais qu'il est devenu un outil de gestion des masses. Lorsque la monnaie étant programmable, l'État n'a plus besoin de voter des impôts ou des lois restrictives. Il lui suffit de modifier le code source de la monnaie pour atteindre ses objectifs politiques. C'est la fin du contrat social tel que nous le connaissons depuis les Lumières. La révélation pour le spectateur est de comprendre que la crise actuelle n'est pas un dysfonctionnement du système, mais le fonctionnement normal d'une transition vers une forme de féodalisme numérique où le capital est l'instrument de la vassalité. Le nouvel ordre financier se présente comme une solution inévitable à un chaos que ses propres architectes ont contribué à créer. L'histoire nous enseigne cependant que l'esprit de liberté humaine a toujours fini par trouver des failles dans les systèmes de contrôle les plus hermétiques. Si l'État cherche à censurer la vérité économique, c'est parce qu'il sait que la connaissance est la seule forme de richesse qu'il ne peut pas dévaluer ou confisquer. Le retour à une compréhension profonde des mécanismes de la valeur, de la rareté et de l'échange direct est le premier acte de résistance face à cette architecture de surveillance. En regardant vers le passé pour éclairer le futur, nous comprenons que la véritable sécurité financière ne réside pas dans la conformité à un ordre imposé, mais dans l'autonomie et la diversification. Le cycle des empires et de leur monnaie est immuable. Ils naissent dans la confiance, grandissent dans l'excès et s'effondrent dans la contrainte. Ce documentaire n'est pas seulement une analyse d'un système en mutation, c'est une invitation à la vigilance. Car dans le silence des registres numériques qui se referment, la seule chose que l'État ne peut pas censurer est la volonté individuelle de rester souverain sur son propre destin. Ce que l'État cherche à dissimuler derrière la modernisation des infrastructures de paiement, c'est l'intégration d'un système de notation comportementale au cœur même de la monnaie. Historiquement, le pouvoir régalien s'arrêtait au seuil de la sphère privée dès lors que la transaction était effectuée en espèces. Aujourd'hui, les rapports de la Banque des règlements internationaux suggèrent une fusion entre l'identité numérique et le solde bancaire. Dans ce nouvel ordre, la monnaie n'est plus un objet inerte, elle devient une entité réactive capable de se bloquer si votre empreinte carbone dépasse un certain seuil ou si vos opinions divergent de la ligne officielle. Ce mécanisme de crédit social monétaire est la forme la plus aboutie de la vérité censurée. L'utilisation de la nécessité économique pour obtenir une soumission politique totale sans jamais avoir à recourir à la force physique. Le nouvel ordre financier s'appuie sur une rhétorique de la rareté pour justifier des mesures d'exception. En analysant les cycles de stagflation des années 70, on s'aperçoit que l'État utilise souvent les chocs d'approvisionnement, qu'ils soient réels ou exacerbés par des politiques de sanctions, pour détourner l'attention de la dévaluation monétaire, en censurant la responsabilité des banques centrales dans la hausse des prix et en pointant du doigt des boucs émissaires extérieurs. L'État prépare psychologiquement la population à une baisse durable du niveau de vie.
Cette gestion de la pénurie permet d'introduire des mécanismes de rationnement numérique via les MNBC, où la consommation de certains biens jugés non essentiels peut être techniquement limitée. C'est le retour à une économie de guerre en temps de paix, où l'allocation des ressources est décidée par un algorithme central plutôt que par le marché libre. Pour assurer le succès de ce basculement, l'État mène une guerre de l'information contre toute forme d'actifs échappant à son contrôle. La diabolisation de l'or, autrefois pilier de la stabilité, et la régulation agressive des actifs décentralisés ne sont pas des mesures de protection des investisseurs, mais des tentatives de verrouiller les issues de secours. Les archives du Trésor et les directives européennes récentes montrent une volonté de criminaliser progressivement l'autogarde de la valeur. En présentant l'autonomie financière comme une menace pour la sécurité collective ou la stabilité de la planète, l'État tente de supprimer l'alternative même. La vérité censurée ici est que la survie du nouvel ordre financier dépend de l'absence totale de concurrence monétaire. Le système ne peut fonctionner que si personne ne peut en sortir. Un aspect crucial de la vérité censurée réside dans la modification des lois sur la faillite bancaire. Depuis la crise de Chypre en 2013, le concept de bail-in a été discrètement intégré dans les législations nationales. Cela signifie qu'en cas de crise systémique, les banques ont le droit légal de ponctionner les dépôts des clients pour se recapitaliser. L'État ne viendra plus sauver les banques avec l'argent public, bail-out, il autorisera les banques à se servir directement sur vos comptes. Cette information est systématiquement minimisée dans les médias grand public car elle brise l'illusion de la sécurité des dépôts. Le nouvel ordre financier repose sur ce transfert de risque ultime. Les pertes sont privatisées sur l'épargnant, tandis que les actifs stratégiques restent concentrés entre les mains d'une élite technocratique protégée par des structures de holding internationales. Dans la vision à long terme du nouvel ordre financier, la notion d'héritage et de transmission patrimoniale est perçue comme un obstacle à la fluidité du contrôle étatique. Par le biais d'une fiscalité de plus en plus complexe et de la traçabilité intégrale des donations numériques, l'État cherche à briser la continuité de la richesse familiale au profit d'une redistribution dirigée. Ce processus vise à transformer la population en une classe de locataires perpétuels de leur propre vie. En censurant le débat sur la destruction de l'épargne intergénérationnelle par l'inflation et les taxes, l'État s'assure que chaque nouvelle génération commence sa vie économique dans une dépendance totale vis-à-vis du système de crédit centralisé. C'est l'effacement de la mémoire financière, garantissant qu'aucun contre-pouvoir patrimonial ne puisse émerger face à l'autorité monétaire. Malgré l'ampleur de cette architecture de contrôle, le dénouement de l'histoire appartient à ceux qui refusent la censure mentale. La révélation finale de ce documentaire est que le pouvoir de l'État sur la monnaie ne repose que sur le consentement tacite et l'ignorance des mécanismes de base. La résistance ne se joue pas dans la confrontation brutale, mais dans la réappropriation du savoir économique et le retour à des échanges de valeurs tangibles et décentralisées. Historiquement, aucun système de contrôle monétaire absolu n'a survécu à la créativité humaine et à la recherche naturelle de liberté. Le nouvel ordre financier n'est pas une fin de l'histoire, mais un défi lancé à notre capacité de discernement. En comprenant la vérité censurée, nous cessons d'être des sujets de l'ordre pour redevenir les acteurs de notre propre destin financier.